Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de Nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, une partie de Lanaudière ainsi qu'une partie de l'Outaouais. Nous commençons cette semaine à Mont-Tremblant où dès le lundi 9 septembre, la ville retirera des gabions situés en contrebas du belvédère du Parc des Chutes dans le littoral de la rivière Cachée. Les gabions sont des cages métalliques emplies de pierres concassées qui sont utilisés en général pour des travaux de stabilisation des berges à plus faible coût. Ces gabions avaient été installés pour compenser la perte d'habitat du poisson, conformément aux exigences du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Maintenant, à la demande du même ministère, ces gabions doivent être retirés. Une équipe de la ville sera sur place avec une grue et des camions-bennes pour effectuer les travaux au cours des prochains jours. Le stationnement sera donc fermé le dimanche 8 septembre en fin de journée pour permettre à la machinerie d'accéder au site le lendemain. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour minimiser l'impact immédiat sur la rivière. Une fois les gabions retirés, la zone sera également renaturalisée. Cette intervention aura un impact positif sur l'habitat des poissons et la qualité de l'eau à cet endroit. Le guide Culture et loisirs de Mont-Tremblant est maintenant en ligne. Découvrez la programmation automnale des activités culturelles, sportives, de loisirs et de plein air offertes par la ville de Mont-Tremblant. Plus d'une trentaine de cours et ateliers sont proposés cette saison, que ce soit en salle ou en piscine, pour tous les âges et tous les goûts. Les bibliothèques offrent également des conférences et des ateliers gratuits pour les adultes, sans oublier les activités pour la clientèle jeunesse. Notez les périodes d'inscription dans votre agenda, le 9 septembre dès 8h30 pour les résidents de Mont-Tremblant, le 11 septembre dès 8h30 pour les résidents d'Amherst, Brébeuf, La Conception, Lac-Supérieur, Mont-Blanc et Montcalm, le 13 septembre dès 8h30 pour tous et toutes. Notez que certaines modifications ont été apportées à l'horaire de certains cours et ateliers après la mise sous presse. Les informations contenues dans la version numérique du guide ainsi que sur la plateforme Sport Plus prévalent à la version papier. Notez qu'il y a possibilité de présence de cyanobactéries qui a été détectée à plusieurs endroits isolés au lac Tremblant ainsi qu'au lac Bibite au cours des derniers jours. La ville de Mont-Tremblant surveille et analyse la situation de près. Par mesure de prévention, voici donc quelques consignes et recommandations pour les riverains. Il faut avoir une vigilance accrue, inspecter régulièrement les rives de votre propriété, votre prise d'eau, vos zones de baignade et les endroits où vos animaux pourraient boire de l'eau. Signalez toute anomalie. Si vous apercevez des particules inhabituelles à la surface du lac Tremblant ou lac Bibite, remplissez le formulaire de constat visuel disponible sur le site Web du gouvernement du Québec. Dans le cadre des Journées de la culture qui se dérouleront du 27 au 29 septembre, la ville de Mont-Tremblant vous propose une programmation culturelle riche, diversifiée et complètement gratuite. Au programme, lecture publique, concerts musicaux, théâtre pour enfants, projections documentaires et expositions vous attendent. Une occasion unique de célébrer l'art sous toutes ses formes. Le 27 septembre à 13h, il y aura lecture publique et rencontre avec l'autrice Roxane Turcotte. Joignez-vous aux élèves de l'école Fleurs solaires du campus primaire de Mont-Tremblant et assistez à une lecture publique théâtralisée d'extraits du dernier livre jeunesse de Roxane Turcotte, Les enquêtes d'Esther et Ben. Le secret percé, en présence de l'autrice. Le 27 septembre à 19h, il y aura projection du documentaire La grande histoire du petit train du Nord de Jean-Nicolas Orthon, présenté par la SOPABIC. Ce film fait une incursion dans l'histoire de la construction et de l'évolution du célèbre réseau ferroviaire du Petit Train du Nord, qui a largement contribué au développement de la région des Laurentides. Les places sont limitées et les réservations sont requises à ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca. Le 28 septembre à 20h, il y aura l'événement Forêt pour deux pianos, qui est un concert musical de Roman Zavada. Ce concert exceptionnel révèle le résultat d'un long processus créatif mené par Romain Zavada. Il a installé un véritable laboratoire de piano en forêt où, au fil des saisons, les sonorités se transforment, inspirant ainsi l'essence d'une aventure musicale nouvelle, riche et singulière. Un lien se noue entre le passé et le présent, entre la nature et la modernité. Zavada plonge le public directement dans un univers fascinant, remontant ainsi le temps jusqu'aux premiers enregistrements cassettes de son enfance. Les places sont limitées et les réservations sont requises à ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca.
Le 29 septembre à 13 h, il y aura le spectacle 45 de La Taupinière, qui est une pièce théâtrale pour petite enfance. Ce spectacle fantaisiste pour tout petit et pour grand, imprégné de fraîcheur et d'humour, propose une expérience captivante dans un monde miniature. Stimulant la curiosité et les sens du public, il mêle habilement jeu théâtral et marionnettes. Une production du Théâtre des Petites âmes, l'idéation et les textes et la mise en scène sont d'Isabelle Payan en co-création avec la cohorte d'artistes du Collège Lionel Groulx en interprétation théâtrale et en composition musicale. Du 27 au 29 septembre, il y aura exposition itinérante Voix parallèles. Cette exposition vulgarise et illustre les thématiques principales des épisodes du balado Voix parallèles qui abordent notamment la gouvernance et le leadership en contexte autochtone, le territoire ainsi que son interrelation avec les langues et l'identité autochtone, la sécurisation culturelle en matière d'éducation, de santé et de services sociaux, les traditions juridiques, le droit à l'autodétermination des peuples autochtones et les philosophies spirituelles de certaines Premières Nations. Pour tout renseignement, communiquez avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de la ville de Mont-Tremblant par courriel à culture et loisirs @villedemonttremblant.qc.ca. La ville de Mont-Tremblant a annoncé la conclusion d'une entente hors cours avec SFV Tremblant Inc., ancien propriétaire du site communément appelé Beach et Tennis ou BET. Cette propriété, expropriée par la ville, faisait l'objet d'un litige devant le tribunal depuis 2021. Le 14 août dernier, le conseil de la ville a adopté une résolution par laquelle elle accepte les termes de l'entente. Celle-ci autorise le versement à SVF Tremblant Inc. d'une indemnité immobilière finale totalisant 9 164 811,23 $, qui inclut le capital, les frais et les intérêts. Cette somme se répartit comme suit. Un montant de 7 462 000 a déjà été payé par la Ville à la partie expropriée à titre d'indemnité provisionnelle et le solde de 1 702 811,23 $ lui sera versé. Rappelons que l'acquisition du BET vise à enrichir l'offre de services et de loisirs et d'équipements récréatifs pour la population tremblantoise. Pour tout renseignement, contactez le service du greffe et des affaires juridiques par courriel à greffe@villedemonttremblant.qc.ca. Lors de la séance du Conseil du 12 août dernier, la Ville de Mont-Tremblant a déposé un avis de motion en vue de l'adoption d'un nouveau règlement sur la gestion des compteurs d'eau. L'objet de ce règlement, qui sera adopté le 9 septembre, vise à régir l'installation et l'entretien de compteurs d'eau dans les bâtiments non résidentiels en vue de mesurer la consommation de l'eau potable et d'en favoriser l'économie. Afin d'aider à l'application de ce règlement, la Ville a octroyé un contrat pour l'achat de 215 antennes cellulaires servant à la lecture annuelle des compteurs d'eau payables par les réserves d'aqueduc. Ce nouveau règlement s'appliquera à tous les bâtiments non résidentiels et commerciaux raccordés au réseau d'aqueduc municipal ou à un réseau d'aqueduc privé relié au réseau municipal. Les propriétaires assujettis au règlement seront responsables de s'assurer que la tuyauterie de leur bâtiment n'est ni défectueuse ni désuète et de préparer les emplacements prévus pour recevoir les compteurs d'eau. La Ville se chargera de fournir et d'installer ces compteurs à ses frais. Les compteurs d'eau devront être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires qui devront également permettre l'accès à leur bâtiment pour l'installation. À partir de 2025, des frais sous forme de taxes annuelles seront appliqués en fonction du règlement de taxation en vigueur. Cette taxe sera établie annuellement par règlement du Conseil et comportera une consommation annuelle maximale. Toute consommation excédant cette quantité sera facturée selon le taux par mètre cube établi par le règlement. Les personnes qui souhaitent consulter ce projet de règlement sont invitées à consulter le site Internet de la Ville au villedemonttremblant.qc.ca/projet-règlement. Les questions en lien avec ce projet de règlement peuvent être envoyées par courriel au service du greffe à greffe@villedemonttremblant.qc.ca. La Ville de Mont-Tremblant est déterminée à promouvoir une gestion responsable et durable de l'eau et espère que ce nouveau règlement contribuera à cet objectif. Engagée dans le développement durable de son territoire, la Ville de Mont-Tremblant envisage une mesure innovante pour lutter contre les changements climatiques, une écotaxe visant la compensation des émissions de gaz à effet de serre, associée à la construction immobilière.
Pour concrétiser cette initiative issue du plan climat 21-25 et du plan d'action en environnement 21-25, le conseil municipal a adopté lors de la séance du 12 août dernier un avis de motion annonçant le désir d'adopter le règlement 2024-229 qui instaurera l'écotaxe GES. Cette taxe a pour objectif de compenser la perte de la capacité de stockage du carbone engendrée par la construction immobilière tout en favorisant des pratiques saines et durables sur le territoire. La mairesse suppléante de Mont-Tremblant, Dominique Laverdure, mentionne que la Ville a un engagement envers sa population et ses générations futures et que l'écotaxe GES est une des actions concrètes qu'elle peut mettre en place pour sensibiliser la population quant aux impacts du développement immobilier sur les milieux naturels. Elle ajoute que cette mesure de compensation permettra de contribuer à l'atteinte des cibles de réduction des GES du territoire en assurant un retour du balancier, notamment par la plantation de nouveaux arbres ou la préservation des espaces naturels. Toute personne intéressée à obtenir une copie du projet de règlement peut en faire la demande en communiquant avec le service du greffe au 819-425-8614 ou à greffe@ville-de-monttremblant.qc.ca. Pour tout renseignement, communiquez avec le service de l'environnement et du développement durable par courriel à environnement@commercial-ville-de-monttremblant.qc.ca. La direction de santé publique du CI3S des Laurentides informe la population que la coqueluche continue de circuler activement dans la région des Laurentides. En seulement 3 mois, le nombre de cas a augmenté de façon importante, passant de 41 cas signalés à la mi-mai à 1405 cas au 31 août 2024. Au cours des 2 dernières semaines, les enfants de moins de 10 ans sont le groupe le plus touché. Depuis le début de l'année, 32 cas ont également été identifiés chez les enfants de moins d'1 an. La coqueluche est une infection très contagieuse causée par une bactérie qui se transmet par les gouttelettes de toux. Les premiers symptômes ressemblent à ceux d'un rhume, suivi de quintes de toux sévères, souvent accompagnés de difficultés respiratoires et d'un bruit aigu semblable à un chant du coq. Cette toux peut provoquer des vomissements et une décoloration bleutée du visage. Chez les nourrissons, un arrêt de la respiration peut être le premier symptôme et la toux peut parfois être légère, voire absente. Les personnes les plus vulnérables sont les bébés de moins d'1 an, et ils sont particulièrement à risque de complications graves nécessitant souvent une hospitalisation. Également à risque sont les femmes enceintes infectées dans les 4 semaines précédant l'accouchement. Elles courent un risque accru de transmettre la maladie à leur nouveau-né. La vaccination des femmes enceintes permet de prévenir 90% des hospitalisations et 95% des décès chez les enfants de moins de 3 mois. Avec la rentrée scolaire, la Direction de santé publique des Laurentides rappelle qu'il est essentiel de maintenir sa vaccination à jour et encourage fortement la population à se faire vacciner contre la coqueluche pour limiter la transmission de cette maladie infectieuse et protéger les plus vulnérables. La prise de rendez-vous pour obtenir le vaccin gratuitement est accessible en ligne sur Clic Santé, par téléphone en composant le 1-866-495-5833. Plusieurs doses sont nécessaires pour obtenir une protection durable chez les enfants à 2, 4 et 12 mois, ainsi qu'entre 4 et 6 ans. Les femmes enceintes sont invitées à se faire vacciner à chaque grossesse, idéalement entre la 26e et la 32e semaine, afin de protéger leur bébé jusqu'à ce qu'il puisse être lui-même vacciné à l'âge de 2 mois. Toute personne, quel que soit son statut vaccinal, présentant des symptômes de la coqueluche, ainsi que les personnes vulnérables ayant été en contact avec un cas de coqueluche, doivent rapidement contacter InfoSanté en composant le 811 ou consulter un médecin. En présence d'un diagnostic de coqueluche, il est recommandé d'éviter les contacts avec les enfants de moins d'1 an et les femmes enceintes dans leurs derniers mois de grossesse afin de les protéger. Pour plus d'informations sur la coqueluche et les mesures à adopter pour prévenir la propagation, consultez le site web du CI3S des Laurentides. C'est le 20 août qu'ont été donnés les premiers coups de pelle pour faire du parc Camille Michel un espace sur mesure résilient face au changement climatique et conçu par et pour les résidents de Saint-Sauveur. Ainsi issu d'une collaboration étroite avec le Centre de technologie de l'eau, l'organisme de bassin versant de la rivière du Nord à Brie-Nord, l'Institut des territoires et le Living Lab, le projet de réaménagement du parc avait pour but d'adapter ce dernier au changement climatique, de contribuer à éviter les inondations en aval et de créer un îlot de fraîcheur pour les résidents environnants.
Lancé en 2021, le projet se divisait en deux phases distinctes, soit une phase d'études de faisabilité technique et écologique, puis une phase de travaux. Les études de faisabilité technique ont démontré que le milieu, dans son état actuel, ne dispose pas de la structure nécessaire pour une gestion satisfaisante des eaux de pluie. De plus, les études écologiques ont permis de constater que les arbres du parc actuel ne pourront s'adapter au changement climatique et aux variations de température prévues dans les prochaines décennies. Un sondage citoyen diffusé auprès de la population a permis de cibler les critères de départ pour le réaménagement du parc qui ont constitué la base de travail du comité technique constitué de représentants de la ville, de professionnels en architecture du paysage, des organismes collaborateurs mentionnés plus haut et de 5 citoyens ambassadeurs pour l'élaboration d'un plan concept du parc. Ce plan a ensuite été soumis à une consultation citoyenne menée sous la forme d'un laboratoire en innovation ouverte. Le nouvel aménagement, qui prévoit la plantation d'arbres, la déminéralisation des sentiers et une bonification de l'aire de socialisation, favorisera la biodiversité et la diversité fonctionnelle des arbres, la diversité des usages du parc, une meilleure gestion des eaux pluviales, l'accessibilité universelle du parc et de son mobilier, la socialisation et le jeu libre, la mobilité durable et l'activité physique, une meilleure sécurité des usagers en éliminant les cachettes ou cul-de-sac et en fournissant un éclairage adéquat. Un îlot de fraîcheur ainsi qu'une zone de jeu libre avec des modules de jeu préfabriqués de matériaux naturels pour les enfants âgés de 0 à 5 ans sont également prévus. M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, salue le projet de la ville de Saint-Sauveur qui permettra à la population de mieux faire face aux aléas climatiques en misant sur l'atténuation des effets des vagues de chaleur et la réduction de la pression sur le système des eaux pluviales. Le maire Jacques Gariepi mentionne que le projet du parc Camille Michel est un projet avant-gardiste et que l'administration municipale est fière de l'implication directe des citoyens dans la réalisation du plan concept. Dominique Arnaud, membre du comité technique et résidente de Saint-Sauveur, affirme qu'elle est heureuse que la municipalité mette à profit l'expérience des riverains du parc pour le projet de réaménagement de ce dernier. Elle ajoute que la préservation de l'environnement face au changement climatique est au cœur des préoccupations de la ville et qu'elle est heureuse que le parc fasse office aussi de vitrine pédagogique des bonnes pratiques citoyennes en matière d'aménagement urbain et paysager. Ce réaménagement est rendu possible grâce à une subvention du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques octroyée dans le cadre du programme Climat Municipalité phase 2. Revenez-nous après la pause. À Saint-Sauveur, des travaux sont présentement effectués sur le chemin du lac Millette entre le boulevard Jean-Adam et l'avenue Saint-Denis. Les travaux qui seront effectués jusqu'au 13 décembre sur le chemin du lac Millette permettront de moderniser les infrastructures de gestion des eaux, d'augmenter la fluidité de la circulation, de même que de renforcer la sécurité routière et piétonnière de ce secteur. Il s'agit d'un investissement de 5,2 millions de dollars. À terme, le chemin du lac Millette aura des allures de boulevard urbain, favorisant le transport actif et répondant aux objectifs de verdissement et d'embellissement des zones commerciales. Les résidences et commerces de ce secteur bénéficieront d'installations sanitaires, d'aqueducs et d'égouts pluviables durables et adaptés pour faire face au changement climatique. S'échelonnant sur plus d'une saison, ces travaux seront réalisés en 2 temps. D'abord d'août à décembre 2024, puis au printemps 2025 pour une durée approximative de 6 à 8 semaines. Les travaux seront réalisés en plusieurs phases afin d'éviter la fermeture complète de l'ensemble de la zone de travaux pendant de nombreuses semaines. Un plan de séquence des travaux a été établi pour réduire au minimum l'étendue des entraves et leur durée afin que tous les commerces puissent demeurer accessibles. Dès les premières semaines, des interventions ponctuelles auront lieu aux différentes intersections de la zone de travaux pour installer un réseau temporaire d'alimentation en eau. Une borne fontaine sera notamment installée aux abords du chemin du lac Millette dès le démarrage de ces travaux pour connecter ce dernier au système d'aqueduc. Celui-ci demeurera fonctionnel durant toute la durée des travaux de remplacement des conduites et de reconstruction de la chaussée. Cette importante première étape occasionnera des coupures d'eau ainsi que des avis d'ébullition d'eau dont seront informés les citoyens et commerçants inscrits au service municipal d'alerte à la communauté.
Suivant le phasage établi, différents segments du chemin seront ensuite excavés et drainés pour permettre la mise en place des nouvelles installations sanitaires, pluviales et d'aqueducs qui seront par la suite réensevelies. Enfin, la route sera élargie, de larges trottoirs seront construits des deux côtés, un îlot central sera aménagé et des éléments d'éclairage seront installés. Une voie de virage à l'intersection entre l'avenue de la Gare et le chemin Jean-Adam sera ajoutée sur le chemin du lac Miette afin d'y décongestionner le trafic aux heures de pointe. Au printemps 2025, les travaux de terrassement, l'ajout d'une seconde couche de pavage puis le marquage de la chaussée compléteront les interventions. Dans le souci d'atténuer les impacts sur les commerces situés dans le périmètre ciblé, la Ville a prévu une signalisation accrue aux endroits névralgiques et mettra en place de nombreuses mesures pour permettre à la clientèle d'accéder aux commerces sans encombre. Grâce à la collaboration de la Chambre de commerce et de tourisme de la vallée de Saint-Sauveur-Piémont, la Ville a aussi préalablement rencontré les commerçants dont l'établissement est situé aux alentours de la zone de travaux afin de leur présenter les plans, répondre à leurs questions, leur fournir les outils d'information et discuter de mesures d'atténuation possibles. Le maire Jacques Gariepi déclare que ces travaux viendront assurément améliorer la qualité de vie des résidents et des commerçants de ce secteur qui ont subi plus d'une fois les conséquences de bris dans les conduites d'aqueducs. Pour plus d'informations sur les travaux effectués sur le chemin du lac Miette, veuillez communiquer avec le service des communications et des relations avec les citoyens au 450-227-0000 ou au poste 2700 ou par courriel à communication@vss.ca. À Saint-Sauveur, les employés du service des travaux publics ont démontré une fois de plus tout leur savoir-faire alors qu'ils ont réalisé la réfection complète d'un mur de béton qui menaçait de s'effondrer à l'écocentre il y a quelques semaines. Considérant la dangerosité de la situation et pour assurer la sécurité des citoyens, l'accès aux conteneurs situés derrière ce mur a été interdit ici, et ce, dès que le risque d'effondrement a été constaté. À l'exception de la dalle de béton située au-dessus du mur, tous les travaux ont été réalisés par les employés du service des travaux publics sous la supervision de Charles Paquette et David Giguère. Les travaux, qui se sont échelonnés sur 10 jours, comprenaient le démontage de l'ancien mur de blocs de béton, la mise en forme de la fondation en pierre, la construction du nouveau mur de blocs de béton, le coulage d'une dalle de béton et l'application d'une couche de pavage. Le directeur du service des travaux publics, Normand Brisebois, est très fier du travail accompli par les employés de son équipe. Leurs connaissances et leurs habiletés ont permis d'intervenir rapidement et à moindre coût. Depuis le 1er septembre, dans la MRC des pays d'en haut, seuls les sacs de papier peuvent être utilisés pour recevoir les matières organiques. En effet, tous les types de sacs de plastique, qu'ils soient certifiés compostables, biodégradables ou oxo-biodégradables, sont refusés dans le bac brun. Ainsi, à l'instar de plusieurs autres municipalités québécoises, il est interdit de déposer tout type de sac en plastique compostable dans les bacs bruns servant à disposer des matières organiques, qu'il s'agisse de sacs de plastique certifiés compostables, de sacs de plastique rouillés, de sacs de plastique dits oxo-biodégradables ou de sacs utilisés pour les excréments des animaux. Seuls les sacs en papier ou tapissés d'une pellicule de cellulose seront acceptés dans la collecte des matières organiques. Cela s'applique à l'ensemble des contenants utilisés sur le territoire pour les usagers résidentiels et le secteur institutionnel, commercial et industriel. Les bacs roulants, vous pouvez utiliser les bacs roulants de couleur brune de 240 litres, des conteneurs à charge avant de 3 verges cubes de couleur brune, des conteneurs semi-enfouis destinés aux matières organiques. Et cette modification résulte des lignes directrices pour l'encadrement des activités de compostage émises par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour les plateformes à ciel ouvert. Les sacs en bioplastique certifiés compostables en vente sur le marché sont incompatibles avec le type d'installation de compostage où sont envoyées les matières de la MRC des pays d'en haut. Bien qu'ils soient annoncés comme étant compostables et conçus pour les programmes municipaux, ces sacs nuisent à la circulation d'air et contribuent à la formation de méthane, un gaz à effet de serre puissant responsable des mauvaises odeurs. Le temps de compostage de ces sacs est également beaucoup plus lent que celui des résidus alimentaires et des résidus de jardin, entraînant la présence indésirable de lambeaux de plastique dans le compost mature. C'est pourquoi ces sacs sont refusés depuis un bon moment dans une grande partie de la province. La MRC des Pays d'en haut était d'ailleurs l'une des dernières régions à les accepter. Il existe plusieurs façons d'utiliser adéquatement le bac de comptoir pour trier ces matières organiques et participer à l'effort collectif de réduire les déchets.
L'option qui vous conviendra le mieux est celle qui s'intègre aisément à votre mode de vie, respecte votre budget et correspond à vos priorités. Voici 6 alternatives à considérer pour remplacer les sacs plastiques. Plier du papier journal ou des circulaires pour confectionner une doublure qui sera placée à l'intérieur du bac de comptoir. Utiliser les sacs en papier vendus dans les pharmacies, les supermarchés, les quincailleries et les magasins à grande surface. Ces derniers sont spécialement conçus pour les bacs de comptoir ou peuvent être pliés pour s'y ajuster. Déposer les résidus alimentaires directement dans le bac de comptoir. Utiliser des emballages de la vie courante composés de fibres comme réceptacle. Placer du papier journal, des circulaires ou du carton dans le fond du bac de comptoir. Placer les résidus alimentaires au congélateur jusqu'au jour de la collecte. Les contenants ou gobelets en carton PLA seront toujours autorisés. Grâce à l'entente de développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Sainte-Adèle a fait l'acquisition de magnifiques panneaux d'exposition extérieure. Pour la première exposition, la Ville souhaite mettre en lumière le talent de photographe de ses citoyens dans le cadre d'un concours photo ayant pour thème un beau moment. À travers l'objectif de votre appareil photo ou de votre cellulaire, faites découvrir votre beau moment à Sainte-Adèle, un endroit que vous chérissez, un paysage qui vous touche, un événement à ne pas manquer, votre histoire favorite ou votre activité préférée. 10 photos seront sélectionnées pour l'exposition qui sera installée sous l'esplanade de la Place des Citoyens pendant la saison hivernale. Leurs auteurs se mériteront une paire de billets pour un événement de leur choix présenté à la Place des Citoyens, un livre Sainte-Adèle en aquarelle d'Annette Berry de 50 ou 50 $ en argent adélois échangeables dans les commerces participants. Vous devez faire parvenir à la Ville vos photographies, un maximum de 5 par personne, à l'adresse courriel culture@vdsa.ca au plus tard le lundi 14 octobre. La Ville de Sainte-Adèle vient de compléter la phase 2 du vaste projet de réaménagement des pentes 40-80. Les travaux de la seconde phase consistaient à effectuer la réfection des infrastructures souterraines et routières du chemin du Chanteclair, de la décharge du lac Ron à l'intersection de la rue Morin. Ce chantier majeur, situé au cœur même de la ville, comportait les travaux suivants: réfection des réseaux d'eau potable, égouts sanitaires et égouts pluviales, création d'un réseau pluvial qui réduira les déversements d'eau pluviale dans le lac Ron, raccordement au bassin de rétention aménagé au pied des pentes 40-80, réaménagement de l'intersection Chanteclair-Morin, élargissement des trottoirs, sécurisation des traverses piétonnes, réaménagement des stationnements de la plage. Ces travaux, d'une valeur de 2,4 millions de dollars, sont le prolongement d'un chantier important débuté en 2023 qui consistait à effectuer la réfection des réseaux d'eau potable, égouts sanitaires et égouts pluviales des rues Émile Cochon et Follereau et de créer un réseau pluvial. Inauguré le 11 juillet dernier, ce nouvel aménagement situé au pied des pentes 40-80 comporte un vaste bassin de rétention agrémenté d'une aire de détente, de sentiers de promenade et d'espaces végétalisés comprenant des fleurs sauvages et indigènes qui attirent les pollinisateurs. Rappelons que ce projet d'envergure s'échelonnera sur 4 années et permettra de désengorger le réseau d'égouts sanitaires en diminuant l'apport d'eau de pluie et les surverses du réseau dans la rivière du Nord. La Ville a profité de ces travaux pour effectuer dans ce secteur. La Ville a profité des travaux effectués dans ce secteur pour bonifier le parc des pentes 40-80 en ajoutant des ombrières, des tables à pique-nique et un support à vélo au balançoire, modules de jeu et chaises Adirondack déjà en place. La Ville a aussi complètement réaménagé le pump track destiné aux adeptes de BMX. Aux abords de la plage, la Ville a construit un nouveau chalet et réaménagé les stationnements, en plus d'instaurer une tarification dans le stationnement principal afin d'accorder la priorité aux citoyens de Sainte-Adèle. Pour sécuriser davantage ce secteur très fréquenté, la Ville a aménagé une piste multifonctionnelle sur la rue Émile Cochon entre les rues du Skieur et Henri Dunant qui permet aux usagers de se rendre du parc des pentes 40-80 au parc de la famille à pied, en vélo, en trottinette, en triporteur ou avec une poussette en toute sécurité. De plus, la rue Émile Cochon est désormais sens unique, ce qui diminue considérablement la circulation automobile dans le secteur. Finalement, sur le chemin du Chanteclair, la Ville a élargi les trottoirs et sécurisé les traverses piétonnes à l'aide de marquages et de signalisation, et des panneaux d'arrêt ont été ajoutés sur la rue Morin à l'intersection du chemin du Chanteclair en direction nord et sud
pour protéger la traverse piétonne et ralentir les voitures dans ce secteur. Les travaux se poursuivront en 2025 et 2026 sur les rues Morin, Grignon, Beauchamp et Richer. Une deuxième couche de pavage sera également effectuée sur le chemin du Chanteclair l'été prochain. Saint-Adèle est fière de renouveler en 2024 l'entente conclue en 2023 avec le transport adapté et collectif des Laurentides pour permettre aux étudiants fréquentant une institution collégiale ou universitaire à temps plein de bénéficier de la gratuité pour les titres de transport du circuit L'Inter liaison Mont-Tremblant-Saint-Jérôme. De plus, nouveauté en 2024, la gratuité est également offerte aux étudiants inscrits à un programme de formation professionnelle. Chaque étudiant peut se procurer un maximum de 4 titres de transport par session. Les titres sont d'une durée de 30 jours. Ils s'activent automatiquement au premier jour de leur utilisation et s'annulent à la 30e journée d'utilisation. Les titres sont disponibles à la place des citoyens, située au 999 boulevard de Saint-Adèle, pendant les heures d'ouverture. L'entente se termine à la fin de la session d'automne 2024. Pour se prévaloir de la gratuité, l'étudiant doit être résident de la ville de Saint-Adèle et fréquenter une institution collégiale ou universitaire à temps plein ou être inscrit à un programme de formation professionnelle à temps plein. Les documents à fournir sont une pièce d'identité avec photo et une preuve d'inscription à la session d'hiver et ou automne 2024. L'étudiant doit se procurer son titre mensuel en personne à la place des citoyens. Il s'engage à utiliser pour lui seul ce titre qui lui est gracieusement offert et il s'engage à ne pas vendre ce titre ou à en faire bénéficier une autre personne. En offrant la gratuité dans les transports collectifs, la Ville de Saint-Adèle souhaite faciliter l'accès des étudiants à des lois aux établissements d'enseignement postsecondaire et professionnel de la région. C'est en présence des bénéficiaires, des partenaires et des représentants politiques, élus locaux et représentants des députés de la région que la MRC des Pays d'en haut a présenté les récipiendaires du deuxième et troisième cycle d'appel de projets lancés dans le cadre du projet Signature Innovation intitulé « Nos sentiers au cœur du développement des Pays d'en haut ». Pour le deuxième cycle d'appel de projet, 201 000 $ ont été octroyés, alors que 94 000 $ ont été versés lors du troisième cycle. Avec une somme totale de 364 000 $ versée lors du premier cycle, c'est un total de 660 000 $ qui a été accordé pour l'axe 1 du programme qui en compte 3 et dont l'enveloppe totale est de 1,6 million de $ provenant du volet Projet Signature Innovation des MRC du Fonds Région et Ruralité. Le préfet de la MRC des Pays d'en haut, M. André Genet, a rappelé que le programme Signature Innovation est réalisé grâce à une aide financière de 1,3 million de $ accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. Ce projet va ainsi au-delà du renforcement des infrastructures récréatives de plein air. Il touche à l'identité territoriale. Dans cette première étape de réalisation, les initiatives visant la pérennité des sentiers, leur réaménagement pour l'adaptation au changement climatique et leur mise à niveau pour supporter la hausse d'achalandage ont été financées. Ainsi, et de manière concrète, la MRC vient en soutien direct aux municipalités locales et à leurs organismes de gestion d'équipements de plein air. La MRC des Pays d'en haut annonce la fermeture hâtive d'une portion du corridor aérobique à partir du 9 septembre. Cette fermeture, qui s'étendra jusqu'à la fin de l'automne, concerne la section comprise entre le kilomètre 0 à Moore Heights et la municipalité de Lac-des-Seize-Îles. Durant cette période, plusieurs travaux de réfection seront réalisés, dont le remplacement de ponceaux, le rechargement granulaire de certaines sections de la piste, ainsi que de travaux de drainage. La MRC tient à préciser que le stationnement du kilomètre 0 à Moore Heights restera ouvert et qu'il sera possible d'accéder au trajet Vélocité à partir de cet endroit. Les usagers pourront également continuer à circuler sur le corridor aérobique depuis le stationnement situé au kilomètre 22,3 à Lac-des-Seize-Îles. Ils pourront ainsi se diriger en direction ouest vers le territoire de la MRC des Laurentides qui demeurera ouvert aux cyclistes et aux randonneurs. De plus, de la signalisation sera installée aux entrées officielles de la piste indiquant la présence de travaux et l'interdiction d'accès. Afin d'assurer leur sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la signalisation compte tenu de la nature des travaux à effectuer et de la présence constante de machinerie lourde sur la piste. Précisons que les travaux seront terminés pour le début de la saison hivernale et que les activités associées à cette période de l'année ne seront pas affectées. Il est également à noter que ces travaux de réfection n'incluent pas la reconstruction du pont Newego, situé au kilomètre 10 à Wentworth Nord, qui est sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable. La section du corridor aérobique comprise entre les kilomètres 8,9 et 13 dans le secteur de Montfort restera, quant à elle, accessible aux résidents du secteur pendant les travaux.
Ces améliorations s'inscrivent dans le cadre de la phase 1 du projet de réfection et de mise à niveau du corridor aérobique qui s'étendra sur plusieurs années. Cette première phase représente un investissement de 321 000 $, dont une partie provient du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure du ministère de l'Éducation du Québec. Le reste de l'investissement étant financé par le Fonds Région et Ruralité, volet 1. Revenez-nous après la pause. C'est le 20 août dernier que la MRC des Pays-d'en-Haut a tenu la 6e séance ordinaire de son conseil à l'hôtel de ville de Lac-des-Seize-Îles. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, notons que le projet du siège social franchit une étape importante. Les subventions pour les clubs bénéficiant d'heures de glace ont été bonifiées. La MRC adopte les priorités d'intervention de la Sûreté du Québec et elle poursuit l'optimisation de sa collecte des matières résiduelles. La MRC avait lancé un appel d'offres en juin dernier pour obtenir des services professionnels en architecture et en ingénierie afin d'établir les plans et devis et assurer la surveillance du chantier pour la construction du siège social de la MRC. Après avoir vérifié la conformité des soumissions reçues, 7 soumissions ont été analysées et le comité a remis ses recommandations. Ainsi, le conseil de la MRC a adjugé le contrat aux soumissionnaires conformes ayant obtenu la meilleure note selon les modalités prévues à l'appel d'offres, soit au consortium constitué par Prism Architecture Inc., Aedifica, Boutillette Parizeau Inc., Équipe Laurence Inc. Pour la saison 2024-2025, la MRC poursuit son allocation d'heures de glace sans frais à 3 organismes offrant des activités aux enfants mineurs, soit la Ligue des mini-palettes roses, le Club de patinage de vitesse Pays-d'en-Haut et enfin l'Association de hockey mineur des Monts. De plus, la MRC a conclu une entente intermunicipale avec les villes de Sainte-Agathe-des-Monts et de Mont-Tremblant. Ainsi, la MRC offre à l'Association de hockey mineur des Monts du temps de glace à la glace IGA de l'aréna du centre sportif Pays-d'en-Haut. En contrepartie, les joueurs de la MRC des Pays-d'en-Haut vont pouvoir bénéficier du tarif résident de l'association pour la saison 2024-2025. Le conseil de la MRC a adopté les priorités d'intervention identifiées par la Sûreté du Québec pour l'année 2024-2025. Ces priorités sont d'accroître les interventions ciblées envers les usagers vulnérables et les nuisances sur les réseaux routiers et récréotouristiques, de mettre en place l'application d'un plan d'action en prévention de la criminalité et enfin d'assurer une visibilité optimale et une présence accrue dans toutes les municipalités de la MRC. Le conseil de la MRC a entériné 3 ententes intermunicipales concernant la collecte, le transport et le traitement des déchets, des matières recyclables et des matières organiques. L'entente conclue avec la Régie intermunicipale des Trois-Lacs et le complexe environnemental de la Rouge permet à certains citoyens de la MRC des Pays-d'en-Haut d'être desservis par ces organismes, alors que 2 autres ententes avec la municipalité de Mille-Îles et le canton de Wentworth permettent à leurs citoyens de recevoir les services de la MRC. Rappelons que 2 autres ententes sont à venir au mois de septembre. À Prévost, il est maintenant possible, mais non obligatoire, d'inscrire votre vente de garage pour plus de visibilité sur une liste qui sera mise à jour sur la page « Vente de garage » de la municipalité. Vous avez jusqu'au jeudi 19 septembre à 16 h. Pour ce faire, il suffit de communiquer votre adresse et la date de votre vente de garage par téléphone au service aux citoyens au 450-224-8888 au poste 0 ou par courriel à servicecitoyen@ville.prévost.qc.ca. À Prévost, les ventes de garage sur les propriétés privées sont permises uniquement durant les fins de semaine prévues à cet effet. Notez qu'aucun permis n'est requis pour tenir votre vente de garage. Les ventes de garage pour l'année 2024 sont autorisées lors des dates suivantes, soit le 4 et 5 mai ou le 8 et 9 juin, ainsi que le 21 et 22 septembre. À Piémont, les collectes de branches sur le territoire s'effectueront les lundis 9 septembre prochain et 7 octobre prochain. Les branches doivent être mises en bord de chemin la veille de la collecte. La collecte peut s'étendre sur un maximum de 5 jours selon la quantité de branches à collecter. La collecte peut donc se poursuivre jusqu'au vendredi de la semaine visée. Les branches doivent être placées en bordure de la route la veille de la collecte. Elles doivent être visibles sans obstruer la circulation. Elles ne doivent pas excéder 15 cm de diamètre et 1,8 m de long. Les souches et les racines ne sont pas ramassées. Aucune réservation n'est requise. L'entrepreneur circulera dans toutes les rues. Les branches, les souches et le bois issus de l'abattage d'un arbre ne seront pas ramassés lors de la collecte de branches.
Les collectes de feuilles sur le territoire s'effectueront les mercredis 23 octobre et 13 novembre. Les résidents doivent mettre leurs sacs de feuilles compostables en bord de chemin la veille de la collecte. Les sacs de feuilles excédentaires ne seront pas ramassés lors de la collecte du bac brun. Toutefois, les feuilles mortes peuvent être déposées dans le bac brun et collectées de cette manière. Les feuilles devraient être déposées dans des sacs de papier pour faciliter le traitement et le compostage de ces dernières. Le feuille-cyclage est l'action de tondre les feuilles mortes et de les laisser au sol plutôt que de les racler à l'automne. Ce geste est une façon efficace de fournir aux plantes une partie des éléments minéraux dont elles auront besoin pour traverser l'hiver. Le compostage domestique des feuilles mortes permet aussi de produire un terreau pour le potager ou les plates-bandes. Val-David se réjouit du renouvellement de sa reconnaissance en tant que municipalité amie des aînés, un titre précieux qui souligne l'engagement continu du village envers ses citoyens âgés. Cette distinction résulte directement de l'élaboration et du lancement officiel de la nouvelle politique famille et aînés. Approuvée par le conseil municipal en mars dernier, cette politique est le fruit d'une collaboration étroite entre divers acteurs municipaux, reflétant ainsi l'implication collective dans la mise en œuvre de solutions durables et concrètes visant le mieux-être des familles et des aînés. La mairesse Dominique Forget affirme que cette reconnaissance de Val-David en tant que municipalité amie des aînés souligne à la fois l'engagement continu du village envers ceux-ci et le dévouement des citoyens aînés envers le village. Elle ajoute que par leur connaissance, leur vécu et leurs engagements, les aînés sont des personnes précieuses qui contribuent au bien-être de la communauté. La ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens de la fermeture temporaire de la piscine municipale pour une durée indéterminée en raison de travaux de réparation du bassin. La ville a constaté un bris à l'intérieur du bassin lors des travaux d'entretien et de maintenance annuels. Afin d'assurer la pérennité du bassin et de ne pas créer de dommages à la structure, la ville a demandé l'aide aux professionnels afin d'identifier les actions correctrices à mettre en place. Les travaux doivent être entrepris au cours des prochains jours afin de corriger la situation. Par la suite, le bassin doit être à nouveau rempli d'eau. Cette étape, à elle seule, nécessite quelques jours afin de suivre les spécifications à cet effet. Elle avait la confiance de procéder à la réouverture d'ici le 5 octobre prochain pour assurer le début des cours de natation. Soulignons que ces travaux sont nécessaires afin de conserver un lieu de baignade sécuritaire. La ville rappelle que la période d'inscription aux cours de natation à la piscine municipale se poursuit jusqu'au 29 septembre prochain en ligne. Pour plus d'informations, visitez le villemontlaurier.qc.ca. La Ville de Mont-Laurier est très heureuse d'informer les citoyens que le ministère responsable des aînés lui a décerné officiellement le titre de municipalité amie des aînés, et ce, pour la durée de son plan d'action 2024-2028. Cette reconnaissance du ministère souligne la qualité de la démarche et de la mobilisation de la communauté de la Ville de Mont-Laurier à l'égard du vieillissement de la population. La mise à jour de cette politique des aînés et de la famille de la Ville a permis de dresser un plan d'action afin de développer une culture d'inclusion sociale des personnes aînées, tout en proposant des solutions durables pour améliorer leur milieu de vie. Soulignons que le résultat de ce plan d'action découle d'une démarche concertée réalisée en collaboration avec les acteurs du milieu afin de mieux cerner les besoins des aînés et des familles résidant sur le territoire. Chapeautée par le secrétariat des aînés, cette démarche découlant du gouvernement du Québec comprend 5 grandes orientations: mettre un frein à l'agisme, adapter les politiques, les services et les structures, agir de façon globale et intégrée, favoriser la participation des aînés et s'appuyer sur la concertation ainsi que la mobilisation de toute la communauté. Quelques actions présentes au plan 2024-2028 sont augmenter la visibilité des traverses piétonnières en s'assurant du marquage adéquat, favoriser les déplacements actifs, l'ajout de bancs, pistes cyclables en périmètre urbain, planifier des aménagements donnant accès aux rivières et aux milieux naturels, poursuivre la réfection des trottoirs, développer l'offre culturelle hors les murs, bonifier l'offre d'activités hivernales, maintenir le budget participatif citoyen et soutenir la mise à niveau du parc locatif, social et privé. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de procéder au lancement des appels de dossiers en prévision de la tenue de la prochaine édition du marché de Noël chez les artistes qui se déroulera le samedi 7 décembre à l'espace théâtre de 10h à 17h. Pour la 8e édition, le marché de Noël chez les artistes est à la recherche d'exposants des secteurs suivants: les métiers d'art, arts visuels et produits gourmands artisanaux. Cet événement propose une expo-vente voulant célébrer les objets uniques conçus par les créateurs de la région.
Les artistes désirant déposer leur candidature doivent remplir le formulaire disponible au villemonlaurier.qc.ca dans la section Loisirs et culture, marché de Noël chez les artistes, et ils doivent le soumettre avec une lettre de présentation et des photos de leurs produits d'ici le 17 octobre. Les candidatures peuvent être envoyées par courriel à ramsey@villemonlaurier.qc.ca ou en version papier à l'Hôtel de Ville. Pour plus d'informations, visitez le site web de la Ville de Mont-Laurier ou téléphonez au 819-623-1221 au poste 703. Au cours de l'été, 728 enfants de 6 à 12 ans des Laurentides ont pu découvrir plusieurs sports dans le cadre d'une des journées Mes premiers jeux tenus dans 50 jours. Les 5 camps de jour visités ont été les suivants: à Blainville, à la Conception, au parc du Domaine Vert, à Piémont-Mornights et à Sainte-Anne-des-Plaines. Malheureusement, la journée prévue au camp de Saint-Hippolyte a dû être annulée à cause des conditions météorologiques. Selon les camps, les jeunes ont pu être initiés à plusieurs des sports suivants: l'athlétisme avec Athlétisme Epsilon Mont-Tremblant, le basketball avec l'Académie de basketball Premier Pas, le bocce avec l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides, l'escrime avec les Seigneurs de la Rive-Nord, le judo avec Dojo Blainville et Judo Sainte-Anne-des-Plaines, le rugby à 7 avec Mont-Tremblant Rugby ou avec l'Association régionale de rugby de Laval, le ski à roulettes avec Ski de fond Québec, le soccer avec le FC Boréal, l'Ultimate Frisbee avec Ultimate Rive-Nord. Géré par Loisirs Laurentides dans la région, le programme Mes premiers jeux est une initiative de Sport Québec et est possible grâce à l'accord de contribution bilatérale sur la participation sportive du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, ainsi que grâce au soutien financier de Desjardins. Revenez-nous après la pause. Dans le cadre du lancement de ces activités automnales, Loisirs Laurentides annonce qu'il tiendra 2 appels de projets au cours des prochaines semaines visant à soutenir financièrement l'organisation d'activités en loisirs culturels ainsi que d'événements sportifs locaux ou régionaux. Jusqu'au 11 octobre, les organismes en loisirs culturels pourront déposer des projets dans le cadre du programme de soutien financier en loisirs culturels 2024-2025, rendu possible grâce au soutien financier du Secrétariat à la jeunesse du ministère de la Culture et des Communications. L'objectif du programme est de soutenir financièrement les organismes locaux ou régionaux dans la réalisation de projets favorisant directement la pratique d'activités en loisirs culturels auprès des jeunes de 15 à 29 ans dans la région des Laurentides, et ce en toute saison. Pour déposer, il faut être un organisme à but non lucratif situé dans la région des Laurentides. Les projets doivent se réaliser entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. Le loisir culturel réfère à une pratique amateur active, pratiquée à l'extérieur des heures de classe pour le plaisir afin de permettre le développement de la créativité dans un ou plusieurs des 5 domaines établis par le ministère de la Culture et des Communications, soit les arts et la scène, les arts virtuels, les arts visuels, les arts littéraires, les arts médiatiques ainsi que l'histoire et le patrimoine. Le ministère de l'Éducation mandate également Loisirs Laurentides pour la gestion et la coordination du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activités physiques et de plein air. Connu dans la région sous le nom de Avec Loisirs Laurentides, on bouge, ce programme comporte 2 volets, un pour des projets réguliers et 2 pour des événements sportifs. Cet automne, Loisirs Laurentides lance un appel de projet pour le volet événements sportifs qui a pour objectif de soutenir financièrement les organismes locaux ou régionaux dans la réalisation d'événements sportifs, que ce soit des événements régionaux, interrégionaux ou provinciaux se déroulant dans les Laurentides. Du 9 au 22 septembre, Loisirs Laurentides invite les organismes sportifs et les écoles de la région à déposer des projets dans le cadre du volet événements sportifs. Sont admissibles à ce volet les organisations sportives ou établissements d'enseignement public et privé, universitaires et de formation générale. Les organisations sportives doivent être reconnues par une fédération sportive provinciale et les écoles par le RSEQ Laurentides-Lanaudière. Les demandeurs doivent être situés dans la région des Laurentides. Les projets doivent être réalisés entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. À Rivière-Rouge, un ponceau d'un diamètre important doit être installé sur le chemin Francisco. Les travaux s'échelonneront sur 8 semaines, du lundi 9 septembre au vendredi 1er novembre. Afin de permettre à l'entrepreneur d'exécuter ces travaux, la circulation se fera en alternance sur une seule voie où la circulation sera interrompue avec voie de contournement aux dates suivantes.
Du 9 septembre au 15 septembre, il y aura circulation en alternance. Du 16 septembre au 4 octobre, le chemin sera fermé avec voie de contournement. Du 5 octobre au 1er novembre, il y aura circulation en alternance. Et du 16 septembre au 4 octobre, la signalisation indiquera la voie de contournement et sera mise en place par l'entrepreneur. Dans le cadre de sa politique de subvention aux organismes sociaux, culturels ou sportifs sans but lucratif, le conseil municipal de la ville de Rivière-Rouge réitère son engagement à soutenir le développement et l'essor des organismes œuvrant sur son territoire. Le service des loisirs, de la culture et des communications invite tous les organismes à but non lucratif qui contribuent à la vitalité sociale, culturelle ou sportive de la communauté à soumettre leurs demandes de subvention. Les candidatures peuvent être déposées par la poste à l'adresse suivante, le 25 rue de l'Annonciation Sud à Rivière-Rouge, au Québec, avec le code postal J0T1T0 ou par courriel à adjointe.lcc@rivière-rouge.ca. La date limite pour soumettre votre demande est le 30 septembre prochain. Aucune demande de subvention ne sera acceptée après cette date. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite les usagers et usagères des chemins forestiers en territoire public dans les secteurs des réserves fauniques de Papineau-Labelle et Rouge-Matawin à faire preuve d'une grande prudence à la suite de la tempête de l'ouragan Debby qui a eu lieu en début août. Cette tempête a apporté des quantités très importantes de pluie en peu de temps, ce qui a provoqué le bris de chemin multi-usages. Le ministère a été proactif afin de soutenir les usagers et usagères du territoire. Le ministère a déployé des équipes dans les régions des Laurentides et de la Naudière pour recenser les endroits touchés. À la suite de l'information reçue des partenaires présents sur le territoire, a fait voler des drones et procédé à certaines fermetures temporaires de chemin. La route 1 dans la réserve faunique de Papineau-Labelle est toujours fermée. Pour des raisons de sécurité, les usagers sont invités à faire preuve de vigilance et à signaler tout bris de chemin au laurentide.forêt@mrnf.gouv.qc.ca. Ces informations permettent au ministère d'installer des panneaux de signalisation et des barrières pour annoncer la fermeture des chemins et de sécuriser les lieux. Le ministère invite les usagers à respecter la signalisation en vigueur et à prévoir leur déplacement en conséquence. À Saint-Hippolyte, le conseil municipal a octroyé un contrat pour la construction d'un garage pour une surfaceuse à construction Denis et Ghislaine Gagnon Inc. au montant de 350 000 $ plus les taxes applicables. Un contrat a été octroyé à Dinadel Inc. pour la conversion de l'éclairage au DEL au terrain de soccer au parc Aimé au montant de 26 796 $ plus les taxes applicables. Le Conseil a autorisé l'avancement des fonds aux demandeurs de programme Écoprêt pour le remplacement des puisards et la mise aux normes des installations sanitaires. Le journal Le Sentier tiendra son premier rendez-vous des commerçants de Saint-Hippolyte le 5 octobre 2024 de 10 à 16 heures au Centre des loisirs et de la vie communautaire. Le Conseil lui a octroyé donc une aide financière de 3 000 $. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.